Bonjour Fabrice, comment tu vas? Bien et toi, Vangelis? Je ne crois pas en l'hôtellerie économique paupérisante, en la recherche du bas prix à tout prix, y compris au prix de la sécurité du voyageur. Tu parles des motels aux États-Unis? Je parle du motel américain, par exemple, oui. On est à un moment donné qui est assez intéressant. On ne va pas revenir sur tous les événements des dernières années, hein, c'est un petit peu chahuté depuis 2019. Toi, ta vision du sous-jacent de ce secteur sur l'hôtellerie économique en France, en Europe, un petit peu au-delà, parce que finalement, quand on investit sur un sous-jacent. On peut voir après de quelle façon on va le faire, mais ton equity story un peu de ce qu'est l'hôtellerie économique à date. Moi, je crois d'abord qu'il faut, on le sait tous, mais le désir de voyage, le désir de rencontre, il est plus fort que jamais. T'as dû voir comme moi les incroyables annonces du Salon du Bourget, de l'Air Show, pardon, il faut l'appeler par son nouveau nom, où les avions se commandaient par centaines et où aujourd'hui, quand on passe une commande d'avion chez Airbus, on est livré dans 14 ans, avec ces prévisions que le trafic, dont on disait qu'il doublait tous les 12 ans auparavant, va maintenant doubler tous les 15 ans. Mais ça continue à doubler, donc c'est absolument incroyable. La semaine dernière, on nous a annoncé qu'il n'y avait jamais eu autant de vols commerciaux en vol sur la planète à un instant donné que mardi dernier, je crois. Moi, je passe mon temps à voyager et je passe mon temps ces derniers temps à revoyager comme avant le Covid dans des infrastructures qui sont saturées, ce qui d'un point de vue de professionnel est à la fois attristant parce que j'aimerais que ce soit plus fluide pour les voyageurs et qui en même temps me conforte dans l'idée que la demande de voyage, elle est essentielle, elle est très forte. Donc ça change pas. Puis après, je crois profondément à un autre truc qui est une polarisation, peut-être pas de la société, mais au moins de la consommation. Avec d'un côté des moments où on veut vivre des choses exceptionnelles et on va aller passer un moment merveilleux dans un hôtel de luxe, dans un hôtel lifestyle extrêmement vibrant et excitant, où on va aller faire des courses dans des magasins très haut de gamme, et puis aussi des moments où on veut vivre des expériences toutes simples, de qualité, et ça c'est le rôle de gens comme Decathlon, d'hôtels économiques comme les nôtres, et on est là pour apporter ce besoin où les gens font, à un moment où les gens vont faire un arbitrage de budget en se disant maintenant que je me suis bien amusé chez Mama Shelter, la nuit d'après je vais être un peu plus prudent sur les coûts, et là on a un rôle à porter en sortant quelque chose de simple et de qualité. D'accord, efficace quoi, en termes de rapport qualité-prix. Et ça c'est le monde d'IKEA, de Decathlon, d'EasyJet, et aussi celui de B&B Hotel. Et ça je pense que c'est une demande qui est croissante et qui a beaucoup d'avenir. Je ne crois pas en l'hôtellerie économique paupérisante, en la recherche du bas prix à tout prix, y compris au prix de la sécurité du voyageur. Tu parles des motels aux États-Unis? Je parle du motel américain par exemple, oui. Ça j'y crois pas du tout. En revanche, si on arrive à apporter aux gens des produits de qualité à un juste prix, là il y a un besoin gigantesque. Et c'est un besoin gigantesque. Et pour prendre des chiffres simples, quand on regarde l'Europe, il y a 2 opérateurs anglais qui ont entre 600 et 900 hôtels en Grande-Bretagne. En France, je crois que quand on fait le total des hôtels Ibis, il doit y en avoir à peu près 700. Et en Europe, il y a 6 marchés qui vont à peu près la même taille. Donc à terme, moi je pense qu'on arrivera à monter des réseaux d'hôtellerie économique en Europe avec 4-5 000 unités. Donc encore beaucoup de choses devant. Alors justement, venons au cas... Et on en a un peu plus de 700, donc on a un travail de dingue devant nous. Ce n'est que le début en réalité, on est une start-up. D'accord, bon, très bien, on est content de l'apprendre. Donc il y a encore beaucoup de croissance à réaliser. Comment vous comptez réaliser cette croissance? Parce que beaucoup d'annonces ont été faites, on a entendu, ça y est, le marché américain s'ouvre à B&B, ce marché de motel à restructurer peut-être, ça prendra évidemment du temps, mais l'histoire peut être intéressante. On voit que maintenant vous commencez à poser vos pions de façon un peu plus large, hein. Il y a déjà l'Italie, l'Espagne, ça va se consolider, se renforcer, le UK maintenant. C'est quoi les leviers, justement, sur quel levier vous allez appuyer chez B&B pour prendre la vague de ce secteur? Alors nous on fait toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on accélère là où ça va bien et on teste ce qu'on ne connaît pas. Donc on va commencer par accélérer aussi fort qu'on peut sur les marchés sur lesquels on a un business model qui fonctionne et qui a montré sa pertinence. Je pense en priorité à la France, à l'Allemagne
à l'Italie, à l'Espagne. Dans chacun de ces pays, on est dans le peloton de tête, et plutôt en tête de peloton. Dans chacun de ces pays, on a un potentiel de croissance formidable, et ce sera de la construction neuve, du rachat d'hôtels, enfin tout ce qu'on fait déjà. On a ouvert une centaine d'hôtels l'année dernière, et j'espère bien qu'en 2023, on va faire davantage. De manière pragmatique, tu vois, en ce moment, lancer des projets de greenfield en Allemagne, c'est devenu très difficile, parce que les prix sont plus maîtrisés, il y a peu de terrain, enfin c'est un peu compliqué. A contrario, on a en ce moment, dans la péninsule ibérique, 24 hôtels en construction. D'accord. Parce que là, ça marche encore. Donc, il y a du contraste, en fait. Même au sein de l'Europe, tu as des endroits où tu peux avoir de la promotion immobilière, du greenfield. Pour des raisons que je ne m'explique pas totalement, mais qui sont peut-être culturelles, les Espagnols et les Portugais sont pas inquiets et sont pas dérangés par l'inflation. Ils ont peut-être une meilleure expérience que les Allemands qui vivent dans un océan de stabilité des prix, qui d'un seul coup voient leur environnement qui change et qui ont besoin d'un peu de temps pour s'y adapter. Pendant ce temps, on peut faire des acquisitions, enfin il y a plein d'autres solutions. Donc ça, c'est d'abord accéléré dans les principaux pays, puis après, on teste des choses. Donc ça fait 10 ans qu'on teste le Brésil, on a l'impression qu'on a trouvé une formule qui fonctionne aujourd'hui. On a 7 hôtels là-bas et on va enfin accéléré. On lance un test aux États-Unis. N'en attend pas des effets incroyables. Je serais très surpris qu'on ait 200 hôtels dans 3 ans aux États-Unis. Et je serais même inquiet d'ailleurs. Parce que je crois qu'on n'aurait pas pris le temps de comprendre comment ça fonctionne et de faire les choses bien avant de faire les choses vite. Et puis on teste aussi une accélération de la franchise dans certains marchés. Enfin, on fait plein d'essais. On lance aussi une équipe en Grande-Bretagne en ce moment. On n'a toujours pas d'hôtel là-bas. Il n'y a pas de raison, il faut qu'on s'y mette. Voilà, donc on essaye plein de choses. Donc l'accélération dans les principaux pays, et quand je dis de ces 4 grands pays, il faut penser aussi à tous les pays qui en sont qui s'en rapprochent, je pense à la Suisse, la Belgique, le Portugal et ainsi de suite, qui sont proches de leur marché principal. Qui ont moins de profondeur de marché, mais qui sont tout aussi intéressants et puis sur des tailles intermédiaires. Quand on est solide en France, en Allemagne et en Belgique, c'est dommage de ne pas avoir un hôtel au Luxembourg, d'ailleurs je crois qu'on va l'ouvrir dans quelques temps, et ainsi de suite. Donc ça c'est des choses logiques. Donc accélérer là-dedans et puis tester des choses sur des nouveaux marchés. D'accord. Bon, en tout cas, il y a de quoi faire du pain sur la planche pour continuer à développer BNB. Est-ce que vous allez rester sur ce mantra qui a fait un peu le succès jusqu'à présent de One Fit All? Nous, on a une proposition de valeur et on va la faire du mieux possible et c'est comme ça qu'on avance. Ou est-ce que demain, on va avoir des déclinaisons ou pas? Est-ce que tu y penses le matin en te rasant ou pas? Un petit peu. En fait, la réalité, c'est que le mantra, il est assez souple. C'est-à-dire que il ne faut pas entendre derrière, on a une seule proposition de valeur, le fait que, un petit peu comme un Big Mac est un Big Mac est un Big Mac, une chambre BNB est toujours la même partout. C'est pas le cas. En France, on a 3-4 typologies de chambres et d'hôtels et on les décline selon les emplacements. Et dans une même ville, à Clermont-Ferrand, on peut avoir un hôtel avec un design très moderne en centre-ville, avec d'ailleurs un rooftop dont on me dit que c'est le premier racheteur de champagne de la ville. Il est externalisé, hein, c'est pas nous qui l'exploitons, mais il est dans l'hôtel. Et puis en périphérie, dans des zones commerciales, des hôtels qui ont des look and feel et des services plus basiques. Donc on sait décliner ça. On sait aussi décliner la qualité d'un pays à l'autre, parce que les attentes des clients d'un pays à l'autre ne sont pas les mêmes. Ça, c'est déjà ce qu'on fait depuis très longtemps. Donc on a déjà beaucoup étiré le modèle en gardant une seule consistance, qui est de dire on doit être là où on est, le meilleur rapport qui a été pris, et on doit apporter le service épuré, qui est un service BNB, c'est-à-dire un service sans chichi, qui va à l'essentiel et qui donc permet de sortir un juste rapport qui a été pris. Parce que la formule de ce métier, tu la connais, chaque fois que je rajoute une salle de gym, un restaurant, une piscine ou je ne sais quoi dans un hôtel, pour que ça se rentabilise, il faut rajouter 5 € au prix. Et les clients chez BNB sont contents de ne pas payer pour des services dont ils n'ont pas toujours besoin. Donc c'est plutôt un positionnement, une promesse de marque, qu'ensuite on décline de façon cohérente, mais voilà, il y a un peu de marge de manœuvre. Tu parlais tout à l'heure d'avoir effectivement une exploitation faite par un tiers sur un rooftop. Est-ce que ce côté hybridation, c'est quelque chose sur lequel vous allez réfléchir davantage, ou c'est vraiment... On l'a toujours fait. Moi, je pense à un hôtel que j'ai visité il y a 12 ans à Pise, qui est dans une zone périphérique à 5 minutes en voiture de la tour qui penche, dans lequel un entrepreneur italien qui s'était fait plaisir avait construit un club avec un restaurant, une piscine, un spa et des chambres avec des suites, avec des jacuzzis. Enfin, un certain Silvio, on n'a pas des... Non, mais c'était peut-être un de ses copains. Le décor, ils y a pensé un peu.
les chambres, on les a reprises. Et dans l'hôtel, il y a 2 entrées. Il y a des bacs de plantes vertes au milieu de l'entrée. Et quand on va à gauche, on va dans le club, spa, piscine, je ne sais quoi, restaurant, qui est exploité par un tiers. Et à droite, c'est l'hôtel B&B avec des chambres, y compris pour certaines, des chambres qui sont un peu grandes pour des chambres de B&B dans lesquelles il y a un jacuzzi dans la chambre. Et pourquoi pas, dans le fond, on l'a pas enlevé, c'est pas grave.